heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme je le dis, la formule est consacrée. Mercredi, c'est WebPress. Aujourd'hui, je suis avec des confrères. Nous allons parler de deux grands thèmes. Nous allons parler des 100 jours du gouvernement Matata et de la présence des terroristes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis avec Jeff Kazadi d'APIC. Bonjour Jeff. Bonjour madame. Ça va le boulot? Oui, ça va. Ok. Je suis avec Jean-Pierre Kayembe de la RTGA. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour. Et je vais terminer avec Placide Kanza de Economia. Bonjour Placide. Bonjour. Très heureuse d'être toujours parmi nous. Alors, la une de plusieurs journaux ont titré sur cette affaire de la présence des terroristes en République démocratique du Congo. Attendez une minute que je cherche où c'est écrit. Voilà. Non, nous commençons alors par les 100 jours de Matata comme je l'ai sous la main. L'objectif, le journal de Gudule Boilia a titré sur le 100 jours de Matata 2, bilan jugé mitigé à Kinshasa. Alors, Jeff Kazadi, 100 jours déjà, vos impressions à chaud comme ça de ce gouvernement de Matata 2? Bon, écoutez, ce n'est pas une nouvelle. C'était déjà connu au départ que ce gouvernement ne fera rien, puisque ce gouvernement a été formé. Il y a eu des mécontentements, il y a des gens qui se sont retrouvés en dehors et qui avaient même participé aux concertations nationales. Et même au sein de ce gouvernement, les ministres de l'opposition, issus de l'opposition qui se trouvent dans ce gouvernement, n'ont pas de signature. Ils sont même menacés des remaniements. Donc je pense qu'on ne peut pas s'inquiéter là-dessus, puisque au départ déjà c'était connu que ce gouvernement ne fera rien et ce n'est pas en tout cas un fait d'actualité qui peut susciter des débats au sein de la population. Voilà, Jean-Pierre Kayembe, Jeff Kazadi, il a été vraiment clair. Le bilan pour lui est largement négatif. C'était déjà du connu. Ce gouvernement ne fera rien d'extraordinaire. C'est du copier-coller. C'est la continuité de ce qu'on connaissait déjà. Et pour vous, Jean-Pierre Kayembe, c'est la même chose. 100 jours de Matata. C'est Matata 2, non, je crois? Matata 2, bon, non, Matata 2, est-ce que je c'est... réponds à Jeff. Qui a dit que ces gouvernements ne devraient rien faire? Qui l'a dit? Sur base de quel sondage? Moi, je crois que ça, c'est son point de vue. Le gouvernement Matata 2 n'est que la continuité de Matata 1. Matata 1 est un gouvernement qui prône une stabilité économique. Aujourd'hui, l'économie est toujours stable. On est à presque 9,5% et je crois que d'ici l'année prochaine, nous aurons une économie à 2 chiffres. La croissance à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres, j'allais dire. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on ne sent pas encore les nouveaux ministres, parce qu'on sait dans quelles conditions ils ont été nommés, et avec toutes les pressions, les réactions, avec les bannis et consorts. Mais je crois qu'il suffit encore qu'on laisse un peu de temps à ces gens. On sent déjà avec Germain Tambing, pour ne pas les citer. D'ailleurs, qu'il a été élu le meilleur ministre de ce gouvernement de 100 jours. Mais je crois que ça sort de l'ordinaire. C'est des actions comme ça. Et donc, il faut encore laisser un peu de temps, parce que 100 jours, je ne vois pas comment on peut évaluer un gouvernement. 100 jours, on évalue toujours après. Oui, on évalue toujours, oui. Mais quand on sait. C'est un fait, hein, les 100 jours. C'est normal, je crois qu'on que évalue c'est toujours. traditionnel. On a C'est toujours traditionnel. évalué. Mais moi, je crois que les actions, elles sont positives pour les uns, négatives pour les autres. Mais je crois qu'il faut encore laisser un peu de temps. Alors, la croissance à 2 chiffres, on en parle beaucoup, hein, Placide Kanza, ça fait rêver. Croissance à 2 chiffres d'ici l'année prochaine. On est déjà à 9,5. Le gouvernement n'est que la continuité de ce qui était. Alors, pour vous, vous partagez la même impression? On continue, le bateau est sur le fleuve en train de voguer calmement? Je vais répondre en 2 phases parce que la continuité de Matata 1, oui, mais pas par rapport aux animateurs, mais c'est par rapport aux actions qui ont été déjà menées, notamment la stabilisation du cadre macroéconomique et puis la maîtrise du taux d'inflation sur le marché. Je crois que c'est un travail qui a été déjà commencé par l'équipe Matata 1, mais quant au gouvernement, à l'équipe Matata 2, moi je crois qu'il n'y avait pas d'opportunité pour que la majorité fasse le débauchage. Moi je vais appeler le débauchage de ministres issus de formation de l'opposition. D'autant plus que les concertations nationales ont donné des recommandations, mais le dessous des cartes
par rapport à ce que nous on entend le dire dans le couloir, c'était favoriser un certain glissement du calendrier et par rapport au maintien du président Kabila au pouvoir, et cela n'était possible qu'avec le concours de ces partis de l'opposition, notamment le MLC et il faut quand même reconnaître dans ce gouvernement la présence de Bukanga Lonzo quand même, et on a eu la première récolte cette fois-ci. Bon, Bukanga Lonzo c'est discutable, c'est encore un autre débat. Moi je ne crois pas que Bukanga Lonzo va pallier au problème de l'autosuffisance alimentaire sur toute l'étendue du pays, parce que c'est d'abord un projet expérimental à mon niveau, parce qu'il va falloir les installer ou le transporter dans toutes les provinces. Mais aujourd'hui, avec la promulgation de la loi sur les 26 provinces, je crois que ce ne sera pas facile, parce que déjà les 26 provinces n'ont pas été budgétisées. Donc je reviens pour dire que ces ministres de l'opposition n'avaient pas leur raison d'être dans ce gouvernement de Matata 2. On devrait plutôt laisser le Premier ministre travailler, continuer calmement avec son équipe, soit remanier, puisque c'est un gouvernement de la majorité. Alors, constitutionnellement, ces ministres de l'opposition, une fois au sein de ce gouvernement, ne sont plus de l'opposition, c'est des ministres de la majorité. Pourquoi? Parce que la Constitution dit le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Un ministre de l'opposition du MLC, par exemple, c'est au nom de quel principe constitutionnel qu'il peut se retrouver dans un gouvernement où le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire? C'est impossible. C'est impossible, il ne faut pas inventer la roue. Ok. Jeff Kazadi, je vais lire quelques passages de l'objectif. Selon bon nombre de Quinois, le gouvernement Matata ne parvient toujours pas à améliorer la vie sociale de la population, et sur le plan sécuritaire, l'insécurité bat son plein à travers tout le pays. On veut prendre un peu ce cadre sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, est-ce que le gouvernement Matata a réussi à juguler la crise dans l'Est de la République? Bon, écoutez, la crise dans l'Est de la RDC date de longtemps. Aujourd'hui, il y a l'opération Sokola 2 dans l'est du pays, la traque des FDLR, mais malheureusement, on constate qu'il n'y a pas la guerre. Les forces démocratiques de libération du Rwanda commencent à éviter pour aller s'installer en province orientale, dans la forêt, et c'est là où les bas blessent, puisque ces gens-là sont très difficiles à traquer dans la forêt. Je prends l'exemple des FLEC en Angola, les forces pour la libération de l'enclave des Cabinda. Ces gens-là se trouvent dans la forêt, et Eduardo est très fort, mais c'est tout à fait difficile pour poursuivre ces gens-là dans la forêt. Raison pour laquelle dire que Matata a réussi à instaurer la paix en République démocratique du Congo, en tout cas, bon, ce n'est pas... J'ai dit non, puisque dans l'Est de la RDC, du jour au lendemain, il y a des morts, il y a des problèmes, et ainsi de suite. Et même ces Rwandais-là, on nous dit que certains ont été traqués, mais il y a une version, on a dit que ceux qui ont été arrêtés, ce ne sont pas des FDLR, ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a des problèmes. Et je pense que cette décision du gouvernement qui consistait à rompre les relations avec les forces onusiennes, et je pense que le président c'est à revoir. Oui, devra donc revenir sur cette décision, puisqu'avec sans l'appui de la MONUSCO, c'est tout à fait difficile pour les FARDC d'atteindre l'objectif. Jean-Pierre Kayembe, sur le plan sécuritaire, c'est vrai qu'on dit que Matata ne met beaucoup plus que l'accent sur le côté économique, et d'ailleurs que dans le cadre macroéconomique, parce que vraiment la petite économie, le social, les gens ne le sentent pas. Et d'ailleurs son échec cuisant, c'est le côté sécuritaire. Vraiment, et même dans ses discours, il ne parle pas tellement trop du côté... Est-ce que c'est l'apanage du chef de l'État, ou peut-être c'est pas son domaine de prédilection, on ne sait pas trop. Mais il est Premier ministre, c'est lui qui mène le train. Étant Premier ministre, il est censé répondre sur toutes les questions qui touchent à la vie de la République, mais par rapport... On a pourtant l'impression que c'est l'homme Mende qui répond à chaque fois, à chaque problème. Il répond des droits, il est porte-parole du gouvernement. On n'aura pas le Premier ministre à tout moment pour répondre aux questions des journalistes, mais je sais que lors de sa dernière conférence de presse qu'il a accordée, il a parlé de cet aspect sécuritaire, notamment avec la traque des FDLR qui a été lancée. Traque d'ailleurs, il y a des territoires, des villages entiers qui tombent sans combat, avec une armée congolaise qui a donc
qui montent en puissance en quelque sorte. Aujourd'hui, les rebelles, les ADF, enfin les FDLR et tout ça, ils sont en train de se réfugier dans la forêt. C'est un risque, comme l'a dit Jeff. Un risque. Bon, quand il fait en forêt comme ça, c'est difficile de le dénicher. Ils sont déjà affaiblis. Affaiblis parce que c'est des vieux et face à une armée aussi professionnelle comme la nôtre, ils ne résistent pas et tout ce qu'ils peuvent faire pour l'instant, c'est s'enfuir, c'est réfugier dans la forêt où ils sont toujours en train d'être traqués. On connaît les bilans, il y a une centaine d'éléments qui ont été capturés, qui se retrouvent entre les mains des services de sécurité, et aussi des villages entiers qui sont tombés. Donc je crois que pour analyser ou évaluer un bilan comme vous le faites si bien, madame, il y a des points beaucoup de paramètres. Ici, aujourd'hui, la commission électorale, pour ce qui est des contraintes soulevées par la CENI parmi la vingtaine, il y en a que le gouvernement relève à chaque fois. Oui. Je me rappelle, il y a quelques jours, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a remis à la CENI notamment la liste des ZTD, la liste des partis politiques. C'est des pas qui sont en train d'être faits. Alors quand vous parlez bilan, je ne sais pas si vous ne voyez que l'aspect social, mais là aussi, il y a à boire, à manger, peut-être à vomir. Il y a des hôpitaux qui sont en train d'être construits, réhabilités et inaugurés chaque jour qui passe. Il y a des écoles. La bancarisation est toujours là. Donc c'est comme je le disais, la continuité. Mais c'est un processus. C'est un processus. On parle social, mais Bukangalonze en est une preuve. Bukangalonze est une preuve. Et donc, je crois que vous donnez l'impression, Jean-Pierre, s'il vous plaît, vous donnez l'impression vraiment que comme si Bukangalonze, c'était la première fois en République, depuis l'accession de d'autres pays en indépendance, que nous ayons un parc comme ça. Ça existait. On a eu le parc industriel de l'Ansele, il y en a eu partout à l'époque. Bukangalonze, c'est pas un fait, c'est pas quelque chose d'aussi extraordinaire que vous nous voulez nous faire croire. Tout le monde criait partout que le gouvernement ou le président Kabila n'aimait pas un accent particulier sur l'agriculture. Et aujourd'hui qu'on les fait, on se retourne Bukangalonze. Mais c'est quoi? Bon, est-ce que, pour une ville, Kinshasa, qui a presque 10 millions de personnes, un parc et tout ça comme Bukangalonze, ça fera quoi? Non. Je crois que c'est des pas importants. Ces parcs viendront des produits alimentaires qui serviront, qui aideront les Kinois et qui seront vendus, je l'espère, à vil prix. C'est pas important. Et si on a des projets comme Bukangalonze à travers toute la République, on ne parlera plus jamais de la faim dans ces pays. Nous prenons le volet sécuritaire. C'est vrai que ces derniers temps, les menaces terroristes planent partout. Il y a Boko Haram, il y a les ADF, et aujourd'hui même on nous parle des terroristes à Kin. On va y aller. Pour vous, sur le plan sécuritaire, est-ce que c'est le domaine privilégié du chef de l'État ou de ce côté-là, Matata a un bilan assez positif? Merci madame. Moi je crois que le Premier ministre est en train de faire un travail, et pas le moindre, que ce soit du côté sécurité, que ce soit du côté économie. Il s'emploie parce qu'il a un ministre en charge de la défense, et je crois qu'il y a des travaux qui se fait, mais seulement je peux rejoindre Jeff dans ce qu'il a fait comme analyse. Moi je crois humblement le gouvernement congolais ne devrait pas faire la tête face à la communauté internationale, moins encore face à ses partenaires qui l'accompagnent généralement souvent dans la traque de ces terroristes, parce que l'FDLR c'est des terroristes. Mais aujourd'hui, si on a battu le M23, c'est parce que on avait eu l'apport de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui a mis à contribution les drones, les renseignements et tout. Voilà pourquoi on avait eu la victoire. Mais aujourd'hui, moi je peux vous dire, je vais défier Jean-Pierre Kayembe pour lui dire que ces FDLR maîtrisent très bien la forêt, plus que les FARDC. Parce qu'ils sont là des années. S'ils disent qu'ils sont vieux, je lui dirais non. Ils se rajeunissent parce qu'ils ont des enfants qui ont grandi et qui sont initiés dans leur armée. Donc, ils ne sont pas vieux, c'est des jeunes qui combattent. Ils ne sont pas affaiblis, mais seulement leur système de combat est très différent de ce que les FARDC apportent. Pour que nous faisons la guerre classique. Nous faisons la guerre classique et eux font la guérilla. Asymétrique, voilà, oui, la guerre asymétrique. Mais aujourd'hui, pour les traquer, il faut l'apport, la contribution de cette force étrangère avec leurs drones. Parce que le drone, lorsqu'ils survolent, ils vous font des photos, ils vous font des localisations exactes où se trouvent les rebelles. Et puis là, vous avez les renseignements, vous progressez. Mais lorsque vous progressez sans avoir les renseignements, sans la localisation de ces...
tout cas, c'est un échec. En quelques mois, moi, avant je que- crois... Force avait tous ses avantages. La MONUSCO dans ces pays il y a presque 15 ans. 15 Ok, ans, c'est Pourquoi pas... n'a-t-elle pas traqué ces FDLR? Parce qu'on sait que dans La MONUSCO... les mandats S'il vous plaît. confiés à cette mission, C'est moi qui avais la parole, madame. elle Oui, peut vous mener avez- même des opérations unilatérales sans les troupes gouvernementales. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà. On sait, On il y vous a- a répondu. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait depuis Non, 15 non, ans? je crois que la MONUSCO est là pour accompagner. La MONUSCO ne vient pas faire le travail que doit faire les FARDC. La MONUSCO a un chapitre, a un mandat, mais seulement Bien le déterminé. mandat, oui, bien déterminé, il faut passer à la vitesse supérieure par rapport au chapitre 7 de son mandat. Mais jusqu'aujourd'hui, cela rentre encore dans les prérogatives du Conseil de sécurité. De Ça n'a pas sécurité. encore été décidé. Ok. Donc la Et MONUSCO, aujourd'hui, non, non, la MONUSCO la a MONUSCO, mandat de traquer tous les oui, groupes de traquer aux armés, de côtés, neutraliser, non, non, de traquer, avec ou sans non, l'armée gouvernementale. mais non, 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 C'est- non, c'est- non. on a changé ça Voilà, comme ça? voilà pourquoi, voilà pourquoi je vous donne, s'il vous plaît, Jean-Pierre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? 47 qui est en cours et d'ailleurs qui est en train d'être discuté. C'est ça, en aujourd'hui fait. Au Conseil de sécurité, oui. La MONUSCO peut aller en guerre, traquer là pour mission de traquer. C'est Sans- pas pour rien, avec ou Bon. sans Sans l'aide gouvernementale. Poussons, Ok, poussons, pas- poussons, s'il vous plaît. s'il vous Sinon, plaît. sinon, on vous entendra pas à la maison. Poussons la logique jusqu'au bout. Lorsque Richard Mouyej était encore ministre de l'Intérieur, avec l'affaire de Bakata Katanga, la MONUSCO s'est levée pour aller là où on appelait les triangles de la mort. Le gouvernement s'est imposé pour dire niet, la MONUSCO n'y va pas. Est-ce que là, le gouvernement avait donné la tâche facile à la MONUSCO d'agir? Je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Il ne faut pas seulement tirer sur la MONUSCO comme si la MONUSCO est là et n'a pas la volonté de faire quelque chose. Non, la MONUSCO est là pour accompagner le FARDC et l'État congolais dans tout ce qui a trait à la traque de ces rebelles. Voilà. Mais si je reviens à vous, je crois que Boukan Alonso, c'est une bonne expérience. Mais déjà, je vous ai dit au départ que Boukan Alonso, c'est une expérience difficile à transporter dans les 26 provinces. Parce que déjà, nous avons mal administré les 11 provinces. On n'a même pas jugulé avec ce problème de la faim. Mieux vaut faire de route des déserts agricoles. Ça, on comprendrait. À l'Équateur, il y en a dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, dans les Kasaï. Je crois que chaque province peut s'autosuffire. Que de nous présenter Boukan Alonso, mais du moins, c'est une belle expérience. Comme la solution finale. Alors, voilà. Nous prenons maintenant le deuxième thème, c'est la présence des terroristes à Kinshasa. C'est là, en tout cas, ça fait plus ou moins 2-3 jours que nos oreilles, hein, c'est ce refrain qui nous revient chaque matin dans les radios périphériques, même dans nos radios ici à Kinshasa. C'est la présence de ces terroristes. Selon le maximum des professionnels de l'insurrection à Massina, les Américains ont financé cette conférence. La première question, Jeff Kayembe, d'ailleurs la population se pose la question. Merci, Jeff Kazadi. La population se pose la question, ces jeunes, ces Burkinabés, ces Sénégalais ont obtenu de visa à l'ambassade de la RDC, je crois, au Sénégal, donc dûment réceptionner leur visa. Est-ce que cette conférence était connue par nos autorités? Est-ce qu'ils savaient que ces jeunes allaient venir pour tenir une telle conférence? Bon, merci beaucoup, madame, pour la question, mais avant d'aborder, de vous répondre, permettez que je balaye. Non, puisque le temps, hein, je n'ai plus beaucoup de temps. On m'a réduit les minutes, donc allons-y. Bon, je pense que nous avons les services de renseignement, il y a la DGM qui est là pour faire ce travail-là quand les gens entrent dans notre pays et arrivent à ce niveau-là, d'aller participer dans une conférence, c'est-à-dire que les services de sécurité étaient au courant. Et le problème, c'est quoi? Les gouvernements congolais vivent avec la peur au ventre. Et comme on sait que cette activité, ces gens-là ont été invités par la société civile, et comme on sait que cette activité a été financée par les États-Unis, et la position des États-Unis est connue, cette position, c'est la position selon laquelle de soutenir le peuple, c'est ça? Pour contrer tout président africain qui aura pour but de modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et comme le gouvernement congolais vit avec la peur au ventre et sait que l'activité a été financée par les États-Unis, raison pour laquelle on a arrêté ces gens-là pour dire que ce sont des terroristes, tout ça, en tout cas c'est honteux. Et, oui, c'est vrai que nous sommes, c'est vrai que c'est honteux, mais je ne crois pas qu'on doit jeter la pierre à notre gouvernement. Ils ne sont pas si, excusez les termes, si cons que ça, mais je crois qu'ils ont des éléments aussi, Jean-Pierre Kayembe, pour arrêter ces gens. Parce que vous avez dit
les services de sécurité sont là, ils ont obtenu leur visa, ils sont venus, et peut-être qu'ils se sont rendus compte que derrière cette conférence, il y a autre chose de caché, Jean-Pierre Kayembe. Oui, justement parce que ces gens qui se réclament tantôt des Yanama ou de balais citoyens, ils ont été filés par nos services de sécurité qui sont, vous ne le savez peut-être pas, très très professionnels depuis un temps. Ils sont entrés, je l'espère, par la grande porte, peut-être qu'ils n'ont pas signifié ce qu'ils étaient en train de faire à Massina n'est pas ce qu'ils ont dit auprès des services de migration quand ils ont atterri. Mais cette conférence-là n'était pas officielle. La conférence... La tenue de cette conférence n'était pas officielle. Oui, mais officielle, oui, je crois que j'imagine que les autorités étaient au courant et c'est pourquoi ils ont voulu suivre de près. Quand Joseph dit par exemple que les États-Unis et tout ça, ils sont contre... Non, mais la RDC a largement dépassé ces débats. Qui parle encore de vision constitutionnelle dans ces pays? On n'en parle plus, c'est un vieux débat. D'ailleurs, ça n'a jamais été dans l'intention du président Kabila. Et je crois qu'il ne faut pas faire un procès d'intention aux gens. Aujourd'hui, le Congo est en train d'aller de l'avant. On a un processus électoral qui marche. Les trains ont déjà quitté la gare. On a un calendrier électoral global que même les États-Unis, la France et tous les autres ont réclamé à corps et à cri. Et moi, je me demande d'ailleurs sur la nécessité, l'objet de la visite de ces Yanamar et balais citoyens. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas le droit, Placide Kanta, c'est vrai que s'il vous plaît, on a le droit de faire le tour de la salle. Placide Kanta, on n'a pas le droit. On nous parle maintenant que la RDC est en train de violer la liberté de parole. Est-ce qu'on n'a pas le droit de circuler, de parler? Est-ce que l'expérience du Burkina Faso est-il autant terrible qu'on ne peut pas en parler? Est-ce que l'expérience du Burkina Faso est quelque chose de tabou maintenant en Afrique, qu'on ne peut même plus en parler? On doit faire tabula rasa de tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. On nous a dit que ces gens-là sont venus apprendre aux Congolais comment faire l'insurrection, comment défier les forces de police, fabriquer des cocktails Molotov. Est-ce quelque chose de si terrible pour un pays ou pour les autorités? Merci madame, moi je crois que, vous savez, l'idéal d'une république c'est avant tout la démocratie, la paix et la sécurité. Alors si nous devons construire un État, nous ne devons pas vouloir une chose et son contraire en même temps. La démocratie, c'est la liberté d'expression, tout ce que nous faisons, mais à la limite de la loi. Mais, au nom de la sécurité, on ne doit pas faire n'importe quoi aussi. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est normal lorsque l'État, pour sa sécurité, qu'on voit qu'il y a de menaces par rapport à sa sécurité intérieure, l'État est obligé d'intervenir tout de suite et pour arrêter. Ce qui a été fait. Ça, c'est ce que vous le dites. Mais lorsque ces jeunes gens, en bonne et due forme, arrivent à l'ambassade de la RDC dans leur pays respectif, obtiennent des visas de séjour ici chez nous. Ils viennent pour animer une activité qui était connue en collaboration avec des structures d'organisations nationales ou locales, connues ici en RDC. Des confrères, journalistes, congolais et étrangers qui étaient là pour couvrir. Ça veut dire que l'événement était connu de tous. J'ai eu la chance de suivre 2 extraits des présumés terroristes sur RFI à travers notre confrère Kamanda Wakamanda. Je n'ai rien entendu de discours de soulèvement. J'ai suivi le premier, il disait, il est venu apprendre l'expérience de la RDC, parce que c'était un échange d'expérience. Apprendre l'expérience du Burkina Faso ou de la RDC? Non, apprendre en RDC. Donc c'est un échange, oui, un échange culturel entre le Burkina Faso et la RDC. L'autre, je l'ai suivi, il disait, ils sont là, c'est pour donner un temps à la jeunesse, redynamiser un peu la jeunesse, redynamiser la jeunesse pour un éveil de conscience, parce que c'est la jeunesse qui est censée apporter les changements demain. Mais c'est le discours de tous les jours. Pourquoi on dit la jeunesse est l'espoir de demain? Et si on dit que la jeunesse est l'espoir de demain, acceptez qu'on vous dise que la jeunesse est elle-même le moteur ou le vecteur d'un changement demain. Comme vous l'avez dit, l'expérience de Burkina Faso est devenue un tabou. On ne peut plus parler comme ça s'est passé au Burkina Faso. Vous osez dire ça, atteinte à la sécurité de l'État? Non. Nous sommes dans un pays démocratique. On ne doit pas continuer à nous ramener comme si on était dans les années, dans une jungle. Non, c'est pas sérieux. Ça fait honte vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de nos partenaires à l'extérieur. Puisque là, si c'était des gens qui sont considérés comme des rebelles, je ne crois pas que leur pays le réclamerait pour qu'ils rentrent là
répondre devant les juridictions compétentes. Parce que s'ils sont venus, ça veut dire, même au niveau de leurs nations respectives, ils ont obtenu des documents. Quels sont-ils d'ailleurs ces gens-là? Est-ce que c'est vrai que notre gouvernement les a qualifiés de terroristes. D'ailleurs, on doit d'ailleurs s'y pencher. Jean-Pierre Kayembe, Jeff Kazadi, qu'est-ce qu'un terroriste en fait? C'est ça aussi. C'est un terroriste, c'est celui qui répand à la terreur. Mais toute terreur n'est pas liée au... Donc il y a une nuance dans ça. Pour vous, qu'est-ce qu'un terroriste? Bon, terroriste, vous avez dit, c'est quelqu'un qui inspire la terreur. La terreur et trouble de l'ordre public. De l'ordre public. Il ne faut pas nécessairement être armé pour être qualifié de terroriste. Quand on vient par exemple endoctriner les gens, pousser les gens, apprendre aux gens comment fabriquer des cocktails Molotov, comment opposer une résistance dans les conditions... Là, la question que je me pose, apprendre aux Congolais à faire ou à faire des cocktails Molotov, je me demande, est-ce que les Congolais ne savent pas faire ces histoires? Parce ils l'ont déjà fait plus on l'a déjà fait en 90, les Congolais... Même en 2011, ils l'ont fait. En 2011, on a fait des cocktails Molotov. Alors, on va nous apprendre à même faire les des cocktails 19 Molotov. ici. La réaction du gouvernement ici est normale. Tout gouvernement, parce qu'on le sait d'ailleurs, c'est une notion que même un étudiant en première année en relations internationales doit maîtriser, ou même en politique. On sait que la sécurité intérieure a primauté, la sécurité a primauté sur la liberté. Et on connaît les passés, de Yanamar. On sait aujourd'hui, quand vous allez partout à Ouagadougou, les balais citoyens bombent les torses, c'est non, si Compaoré est parti, c'est nous. Et je crois que il ne faut pas ici comparer l'expérience ou les circonstances dans lesquelles Blaise Compaoré est parti et la situation actuelle en République démocratique du Congo. Les mêmes causes donnant les mêmes effets, pourquoi pas? Ici, comme je le disais, ici on a dépassé les débats. Ici on parle élection. Moi je crois que les pouvoirs ne doivent pas s'obtenir dans la rue. Il faut aller aux élections. Et ces gens voulaient donc, justement... Jeff Kazadi, l'expérience du Burkina, l'exemple, donc ce qui s'est passé au Burkina Faso, selon quand je vois la logique de Jean-Pierre Kayembe, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est carrément antidémocratique. Aujourd'hui, peut-être les mauvaises langues disent voilà les résultats, où on en est où au Burkina Faso, même en Irak, en Égypte, en Libye et tout ça. 3 ans, quelques années plus tard, et bien voilà les résultats. Pour vous, les expériences, prendre le pouvoir dans la rue est antidémocratique, il n'y a pas de résultat. Au finish, il n'y a plus de résultats. Madame Paulette, puisque même chez nous, dans notre constitution, l'article 64 donne ses pouvoirs aux Congolais. Tout Congolais est libre de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou l'exerce en violation de la loi. Donc, je pense que ce qui s'est passé au Burkina Faso, on ne peut pas parler d'une violation. Ça s'est passé ici, les 19, les 20, le 21 janvier. On a constaté avec la fameuse loi électorale qui a été révisée au Parlement par les députés. Et il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions et quand cette loi est arrivée au Sénat, on a dit non, on a enregistré des morts, tout ça, ainsi de suite. Cette loi ne peut pas passer. Si au départ, il n'y avait pas eu cette réaction de la part des Congolais, je pense que cette loi devrait être acceptée et aujourd'hui, on devrait assister. Parlons maintenant des confrères qui ont été arrêtés. Beaucoup ont dit que non, pourquoi on a libéré les Français, les Américains, c'est une justice à deux vitesses, on libère même à Goma ce qui s'est passé aujourd'hui, on a libéré les Belges, on laisse les Congolais. Pourquoi priver? Est-ce que ce complexe-là du blanc demeurera toujours? Pourquoi on libère les Belges, les Américains et on laisse les autres couper en prison? Bon, je n'étais pas sur les lieux du fait au moment où les faits se produisaient, mais on a appris qu'on a libéré. Certains de nos confrères qui ont été libérés étaient identifiables. Ils avaient, par exemple, soit leur carte de service qui justifiait leur présence à cet endroit. On sait dans quelles conditions, même si l'activité est... On le sait, on accuse les organisateurs de tous les maux. Mais qui a organisé ça? C'était une ONG connue en République démocratique du Congo qui est connue par le ministère de l'Intérieur, cette ONG? Oui, je crois que c'est une ONG qui existe ici, qui est connue, qui a donc voulu, à travers, sous prétexte d'organiser une conférence de presse, d'organiser des concerts et ça, initier les Congolais, pousser les gens à apprendre comment fabriquer ces cocktails Molotov. Et justement, je crois que... Non. Cette histoire d'apprendre aux Congolais, c'est ça qui me dépasse un peu, puisqu'on va nous apprendre quoi en fait. Il a puisé ça où? Puisque tu n'étais pas pendant la conférence de presse. Voilà. Comment tu affirmes ça? De quelle source tu as ça? Ici, je parle de la communication
du gouvernement. Mais il faut plutôt et les les citer. investigations que nous-mêmes, en tant que journalistes, Journaliste, vous avez fait. nous avons pu faire. Donc, apprendre aux Congolais. Donc, cet apprentissage-là de faire des cocktails, de créer des cocktails Molotov, d'apprendre à descendre dans la rue, je me demande si les Congolais ne savent rien du tout. On est si bêtes que ça qu'on vient nous apprendre, nous embobiner à tout bout de champ. Madame, moi je crois que c'est de la honte. Le gouvernement doit plutôt chercher à dire autre chose aux Congolais. Mais le il y a Congolais, aussi une part de les vérité. Quinois Moi, aujourd'hui... soyons aussi foires et réfléchissons en tant que journaliste, en tant qu'analyste. C'est aussi vrai que le gouvernement doit avoir quelques éléments pour arrêter ces gens. On a dit Comme l'a dit pas. Jean-Pierre Kayembe, peut-être qu'on les a filés, peut-être que derrière cette conférence, il y avait autre chose. Parce que la sécurité passe avant tout, peut-être que la conférence n'était qu'un prétexte. Oui, c'est ce que nous disons. Si s'avérait que ces gens qui étaient venus pour animer cette conférence, il y avait d'autres idées derrière, l'État congolais a le droit de mettre la main sur eux. Ça, c'est normal. On ne peut pas les contester. Mais dire que ces deux-là sont venus apprendre aux Congolais, eux qui sont habitués déjà à fabriquer des cocktails Molotov, jetés sur des policiers, même dans les Transco, il y a un bus Transco qui est endommagé à cause des cocktails Molotov. Je me rappelle à une communication du porte-parole du gouvernement qui faisait mention à ça. Même pendant les événements du 19. Mais il y a des cocktails Molotov qui ont été lancés. Ce n'est pas eux qui viennent montrer aux Congolais comment fabriquer les cocktails Molotov, comment faire face aux forces de l'ordre, puisque nous en avons vécu ici. Vous voyez? Donc moi je crois que c'est des raisons qui ne tiennent pas debout. Si c'est au nom de la démocratie que ces gens sont venus pour un échange d'expérience avec les Congolais, je crois que le gouvernement ne peut que le relaxer après avoir constaté leur innocence. Mais s'il est prouvé qu'ils sont pour quelque chose là, comme leur pays d'origine le réclame, qu'on leur envoie par rapport aux accords. Et le sort de l'autre ici... c'est ça maintenant le problème. Vous avez parlé de justice à double vitesse. On ne peut pas libérer les uns et laisser les autres. Des confrères. Moins encore de citoyens congolais. C'est lui qui est congolais. Il présente sa carte s'il n'en a pas. Mais au moins on peut l'identifier à travers son adresse. Son parler déjà, on sait que c'est un Congolais. On peut le libérer. Parce que, en tout cas, ça dépasse l'attendement des gens, madame. Juste... Nous avons un peu de temps, je crois, pour parler un peu de la rentrée parlementaire. Hein. Jeff Kazadi, la rentrée de tous les enjeux. Selon plusieurs journaux, Moïse Katumbi pour la trompette, pas de troisième mandat pour Kabila. Élection, la majorité toujours dans la logique du glissement selon le phare. Pour Congo Nouveau, Kabila bousculé par les cardinaux de l'AMP. Aubin Minakou mérite de la nation. Donc, les députés de l'AMP à la recherche de la cohésion, selon la référence plus. Pour vous, cette fois-ci, cette rentrée parlementaire est la rentrée de tous les enjeux par rapport aux élections. Pas seulement la rentrée de tous les enjeux, mais aussi la rentrée de tous les dangers. Vu les matières qui seront inscrites à l'ordre du jour, on a d'abord les problèmes du calendrier global, d'une part, d'autre part l'opposition qui a fait sa proposition, ainsi de suite, les découpages territoriaux. En tout cas, je pense que ça va compliquer les choses si les députés ne tirent pas l'attention sur ce genre de choses, puisque nous avons assisté il n'y a pas longtemps aux événements qui se sont passés dans notre ville. Et je crains, en regardant cette histoire du découpage territorial, mais pourquoi on a attendu les minutes ultimes pour parler du découpage territorial, puisque cette affaire date de longtemps. Et je pense que là, il y a une intention frauduleuse. Des glissements, comme le dit le phare. Des glissements, puisque, écoutez, ce calendrier, je pense que quelque part l'opposition a raison. Quand on parle du glissement, ces calendriers, avec les découpages territoriaux, dans certaines provinces, par exemple chez moi au Kasaï occidental, il y a des problèmes. Au Katanga, il y a des problèmes. Donc, je pense que ça va empêcher la bonne marche et la tenue des élections. On court vraiment les députés derrière le temps. doivent tirer beaucoup d'attention. Jean-Pierre Kayembe, on accuse Aubin Minakou de bloquer un peu le jeu, d'être vraiment maître à bord de ce Parlement. L'opposition se sent un peu muselée par rapport à sa liberté de s'exprimer, de faire passer des lois. Cette fois-ci, est-ce que vraiment la cohésion aura vraiment lieu à l'Assemblée nationale? Parce que les députés de l'AMP sont à la recherche de cette cohésion selon la référence. On doit avoir la référence coûte que coûte pour éviter le pire.
Oui, dans une famille, c'est possible, c'est normal qu'il y ait des agitations et tout ça. Mais le linge sale se lave toujours en famille. Je sais que Obemina c'est un homme de charisme et il saura contenir toutes les réactions des frondeurs. Mais il faut dire qu'il n'y aura aucun danger pour cette session parce que d'abord, l'opposition a déposé une sorte de calendrier électoral, mais il faut se demander qui a les droits d'élaborer un calendrier électoral. C'est la CENI. Alors, l'opposition, au nom de quoi l'opposition va déposer son calendrier électoral? C'est dans sa mission, l'opposition a le rôle de... Non, mais il faut se demander, la même opposition, quand on a appelé les opposants au cadre de concertation par la CENI, ils ne se sont jamais présentés. Et quand on publie le calendrier, ils disent non, mais il n'est pas consensuel. Mais attends, même quand j'ai apprécié les rapporteurs qui disent, mais un âge viendra gérer cette commission électorale, l'opposition ne l'accepteront jamais. Ok, Placide Kanza, vous questionnez un peu le couloir de l'Assemblée nationale. Cette rentrée parlementaire, de tous les dangers ou vraiment pas? Ce sera une session normale? C'est de tous les enjeux, de tous les dangers, parce que le calendrier électoral, c'est vrai, il est global, il n'a pas été rejeté par l'opposition, ça je le rappelle, il a été accepté, mais néanmoins, avec quelques aménagements. Avec des aménagements, notamment la prise en compte de nouveaux majeurs. Ça n'a pas été pris par l'actuel calendrier. L'actuel calendrier n'a pas dit à quel moment les opérations d'enrôlement de ces nouveaux majeurs prendront ou comment débuteront. Ça, le nouveau calendrier ne l'a pas prévu. Et ici, on parle des élections municipales locales. Madame, je peux vous donner l'exemple de la Belgique. En 80 ans, la Belgique n'a jamais organisé les élections municipales et locales. Mais la Belgique est parmi des partenaires qui financent des élections en RDC. Mais avec quels moyens la RDC va-t-elle organiser des élections locales et municipales? Puisque vous n'avez pas l'argent. Nous sommes en train de frapper par-ci par-là pour avoir de l'argent. Déjà, nous avons des contraintes, vous avez cité, contraintes sécuritaires. Et puis, le découpage qui vient s'ajouter. Dans le budget de l'exercice 2015, ce découpage-là n'a pas été figuré. Si nous devons aller aux élections, je rejoins Jeff qui parle avec le confrère du journal Le Phare, qui parle déjà du glissement, donc, qui ne parle pas, mais nous continuons toujours dans cette logique du glissement. Pourquoi? Parce que on nous oppose maintenant le découpage électoral avec le 26 provinces, les élections prévues pour 2015 pour des députés provinciaux au mois d'octobre. Ce sera pour quel type de province? Les 11 provinces ou pour les 26 provinces? Si c'est pour les 26 provinces, alors il faut avoir une loi sur la redéfinition de répartition des sièges dans chaque circonscription. Voilà. C'est encore un travail. C'est en voie d'être fait. Mais non, c'est encore un travail. Voilà pourquoi. Vous allez organiser. Ça a déjà été fait à la CENI qui sera déposée, je crois, dans un très bref délai au Parlement. On va baliser toutes les contraintes. On est à quelques 7 ou 6 contraintes déjà. Et je crois d'ici là, les 21 contraintes. Vous allez organiser un forum, Placide Kanza. C'est sur quoi? Merci, madame. C'est au nom de notre magazine Economia avec sa structure Investment Economic Business Forum. Nous organisons la 3e édition du Forum économique sur la RDC qui aura pour thème le processus du développement économique de la RDC de 2015 à 2030. Donc nous sommes entrés dans la... Nous serons un pays émergent en fait. Voilà. Donc c'est dans la logique du président de la République, sa volonté que la RDC en 2030 devienne un pays émergent. Alors il y aura des animateurs institutionnels, des petites et moyennes entreprises, les experts des universités et les autres. Ensemble, nous serons sous peine d'être poursuivis pour publicité à Africana Palace pendant 2 jours, du 25 au 26 mars, pour parler de ça. Voilà, je crois que le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci vraiment à mes confrères d'avoir accepté de débattre avec nous des points forts de l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'en avons que ça comme pays, donc nous luttons pour sa cohésion. Hein. Donc merci à Jeff Kazadi d'APIC d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Pierre Kayembe de la RTGA. C'est une chaîne que je suis beaucoup et je crois qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Hein. Vraiment, vraiment d'innovation. Hein. On le suit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Je crois que vous avez glissé. Hein. La RTG a glissé, mais c'est très très bien. Et merci à Placide Kanza d'Economia d'avoir été des nôtres. Et merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. L'émission continue sur ma page Facebook WebPress. Donnez vos suggestions, vos remarques. Et vraiment, si le temps le permet, on vous balancera l'émission sur les réseaux sociaux parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde est aujourd'hui un village planétaire. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine. Et merci à l'équipe technique.